Hier, les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal tirent la sonnette d'alarme. Des centaines de milliers de tonnes de riz restent invendues. Les producteurs interpellent le gouvernement pour un gel des importations. Épaves et objets encombrants à Dakar. Le gouverneur fixe un ultimatum aux propriétaires. 11 novembre, délai de rigueur pour leur enlèvement. À suivre, l'actualité internationale avec Mohamed Alimouba, la page des sports Sodatiam. Abdoulaye Diop sur la partie technique de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. 6 individus armés ont semé la panique sur l'axe Sira-Gabou. Ils ont tiré sur un véhicule, érigé des barricades et dépouillé passagers et conducteurs de moto. Un conducteur de moto qui tentait de résister a été blessé lors de l'attaque. La gendarmerie de Bakel s'est rendue sur les lieux pour constater les faits et une enquête est actuellement en cours. Le témoignage d'Adamassi, le chauffeur victime de cette attaque, recueilli par Papoussé Diallo. Ils sont attrapés 2 motos 3 roues. Après encore, ils sont attrapés les motos qui gèlent 2 personnes. Ils ont lui attrapé les personnes arrêtées sur la route. Ils ont mis là-bas un caillou. Moi, j'étais en train de venir. Ils m'ont arrêté. Après, je crois que c'est le douane. Après, j'ai vu les gens là, ils vont faire les masques. Ils ont dit, une personne là va passer ces chauffeurs. Il a apparu, le couteau, il vient. Après, j'ai monté mon verre là. Après, j'ai roulé mon voiture. Ils sont quittés sur la route. Après, ils ont tiré le pneu là. Ils ont tiré 2 fois le pneu et 6 personnes. Oui, ils sont des armes petits, mais les autres là, je ne connais pas. Depuis que je parle seulement, ils sont tirés, je crois, ils sont avec le fétel, parce qu'ils ont tiré le pneu là est cassé. J'ai roulé avec le pneu jusqu'à Gao. Non, moi, je n'ai pas blessé, mais une personne, il a blessé. Hein. D'argent, il y a quelqu'un, il se dit 450, mais je ne connais pas parce que c'est pas les 100 000 et portables. Ils sont ramenés tout entre ici à Gao. C'est vers 3 heures hein, aujourd'hui, 15 heures. Les motos là, c'est comme les motos qui font le trafic. Hein. Même moi, je voulais motiver, hein. J'ai de chance seulement. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu sur le rétroviseur pour me faire couteau pour me couper. Malheureusement, j'ai continué. J'ai parti à Gabou, j'ai parrainé le gendarmerie, je viens avec lui. Ils sont filmés là-bas, mais ils sont partis. À Saré Kounyang, dans la commune de Niaga, un cultivateur âgé de 35 ans a été victime d'une mine antipersonnelle dimanche soir. En revenant de son champ d'arachide, il avait fait un détour dans la forêt pour cueillir des fruits sauvages lorsqu'il a sauté sur l'engin explosif. Évacué à l'hôpital régional de Kolda, il a dû subir l'amputation de son pied lundi. RFM, la radio de toute l'actualité. La bataille judiciaire autour de Madiambal Diagne se poursuit en France avec un nouveau rebondissement. Aujourd'hui, la chambre d'instruction du tribunal de Versailles a décidé de reporter l'examen de la demande d'extradition au 4 novembre prochain. Ses avocats ont obtenu donc ce délai supplémentaire pour préparer un argumentaire complet et examiner les motifs de la demande placée sous contrôle judiciaire après un mandat d'arrêt international qui a été lancé. Madiambal Diagne bénéficie ainsi de quelques jours supplémentaire pour raffiner sa dépense. Madiambal Diagne, après le report, il est au micro de Cheikh Sidou Silla. Serein, confiant, et je crois que votre présence me ragaillardit et me donne beaucoup de courage, comme la plupart de nos compatriotes qui sont au pays et qui suivent cette affaire-là et qui considèrent effectivement, comme l'a dit Maître Brengard, que c'est un dossier essentiellement politique monté et nous l'allons le démonter de façon claire, nette, précise, et vous verrez bien que nous aurons le dessus. war a taxawu sa njaboot tey nga nekk ci biti ñu nekk ci ay loxo wala ñu feebar xam nga ne sa xol du neex mais du sama soxna rek du sama ay doom am na ka nga xam ne muy El Hadji Oumar Mbaye di sama xarit ba nga xam ne ñu ngi ko teewuñ ko dara teguñu ko ci yoon lu dul que xëy na Madiambal ne na ko sëñ Oumar maa ngi dem ñaanal moom maa ngi lay bàyyi njaboot gi ñu téye ko teg ci teguñu ko ci fenn loolu mooy détention arbitraire te ma wax leen leneen lu bees avocats yi dañu bëgg a saisir le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire yónni ay pouvoir ñi nga xam ne ñoo nekk kaso ba muy sama nit ñooñu nga xam ne dañu leen a téye mais ba léegi signer pouvoir pour ni avocat bi jàpp demal mën Genève pour porter plainte contre le Sénégal le juge d'instruction def ko bañ mook procureur du pôle financier ça fait 3 semaines dossier baa nga fi yom ci ñoom foog nga ni kan loolu du persécution du jéem a daan nit ki doole loolu kon mooy li nga xam ne moo naqari nit ñi moo naqari askan wi. Madiambal Diagne est poursuivi pour des soupçons de flux financiers illicites évalués à 21 milliards de francs CFA.
Un responsable du parti Awalé se prononce sur la polémique suscitée par la sortie de leur leader Abdourahmane Diouf, appelant à la réconciliation et à éviter une justice des vainqueurs. Le porte-parole adjoint de Awalé, Dan Bambakan, déplore les attaques contre le ministre de l'Environnement et la réticence des militants de PASTEF à la critique. Il évoque une convergence de vues entre leur leader et le président de la République sur la question de la réconciliation. Dan Bambakan, interrogé par El Hadj Ndiokoudien. Je félicite le ministre Abdourahmane Diouf. Il est toujours constant. Mais le problème qui se pose, moi, ce qui est frappant avec les militants de PASTEF, c'est cette absence totale d'esprit critique. La moindre contradiction de leur leader est aperçue comme une trahison. On n'est plus dans un parti politique, mais dans une bergerie idéologique. Le Sénégal nous appartient. Tout homme politique ou citoyen peut exprimer. Surtout, la logique du ministre Abdourahmane Diouf est la même logique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Pas plus tard, nous tous, on l'a entendu demander d'apaiser les choses et essayer de vraiment vivre en communion comme l'a souhaité le ministre. Et très sincèrement, c'est ce que le Sénégal a besoin dans ce moment. Vous dites qu'il est en phase avec le président de la République. Cela veut dire certainement qu'il est donc en déphasage avec le Premier ministre sur cette question. Bon, le problème qui se pose est que mon avis personnel est que mon candidat, le ministre Abdourahmane Diouf, est en face avec le président de la République. On a un président de la République, qui est un homme de paix, quelqu'un qui est vraiment un homme de dialogue, de paix. Et maintenant, ne craignez-vous pas que cette sortie d'Abdourahmane Diouf entraîne un divorce entre votre parti et PASTEF? Non, je ne le crois pas selon les propos du président Ousmane Sonko. Quand il était à l'opposition, vraiment, il disait son avis de comment fonctionne l'État et comment doit fonctionner aussi un gouvernement. Donc moi, je ne pense pas qu'il y aura de divorce. Cette sortie de Abdourahmane Diouf suscite donc des réactions contrastées chez les alliés de PASTEF. Pour El Hadj Sissi, elle est inopportune et malheureuse, tandis que Bougar Diouf la qualifie de courageuse. Et il était temps que quelqu'un, selon lui, interpelle directement le chef du gouvernement, Fama Dione. Bougar Diouf n'y va pas par 4 chemins. Selon le président de l'Union des panafricanistes sénégalais, par ailleurs membre de la coalition Diomaye Président, Dr Abdourahmane Diouf a eu du courage en disant haut et fort « faisons bloc autour du président ». Cependant, il faudra que le chef de l'État y mette du sien. J'attendais la réaction de Aïda Mbodj en premier parce que j'ai fait la même chose depuis le début. On m'a fait virer du groupe. J'attendais que Aïda Mbodj aussi sorte pour le virer du groupe. On ne peut pas être plus loyaliste que le roi. C'est le président de la République qui doit donner lui-même le feu vert à la coalition. Le travail sera fait. Mais tout ce que nous faisons, il y a des risques. Le président de la République doit aussi chercher de même à protéger les gens qui sont autour de lui, se battre pour lui. Pour El Hadj Sissi, membre de la conférence des leaders de Diomaye Président, Abdourahmane Diouf avait plusieurs canaux pour s'adresser au chef de l'État ou au Premier ministre. Il parle d'une sortie malheureuse et inopportune. Ce n'est ni opportun ni responsable de donner publiquement par les médias des conseils du président de la République. C'est un ministre de la République, le ministre de l'Environnement. Il peut à tout moment, à tout instant, donc parler au président de la République. Il y a un autre agenda. Donc il voit autre chose, mais le timing n'est pas bon. Le lendemain de la déclaration du président du Premier ministre, donc il a fait une erreur, donc il n'a qu'à faire rectifier et puis on continue. Après la sortie du docteur Abdourahmane Diouf sur RSI, les avis divergent. Si des alliés pensent qu'il était temps que quelqu'un parle, d'autres jugent cette sortie inopportune. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Le Premier ministre Ousmane Sonko promet une baisse dans les prochains jours du prix de l'électricité, du gaz et du carburant. Une annonce qui touche directement le quotidien des Sénégalais, mais qui ne convainc pas tout le monde. Entre espoir et doute, comment l'homme de la rue a accueilli cette déclaration? Le micro-trottoir est signé Ibrahima Kiramalo. Avec la situation du moment par rapport à ce que les gens disaient, le train de vie, mais ça nous tombe du ciel vraiment comme qu'on va diminuer l'électricité et puis le carburant, mais machallah, vraiment PA, bon, pour tout le monde, hein, et puis bon, qu'on accueille ça avec vraiment de la gloire, quoi. On était vraiment au bout. La faisabilité, bon,
pourvu que ça suit son bonhomme de chemin, hein, ce serait avec plaisir, hein, vraiment. Pour moi, c'est que de la poudre au feu. Avant, je croyais en eux et à leurs projets, mais plus maintenant. Moi, je suis content, je suis ravi aussi également. Parce que cette décision-là, c'est une décision majeure. Aujourd'hui, effectivement, ce gouvernement mérite d'être félicité. Ils ont réussi à mettre des jalons, effectivement, pour atténuer la souffrance. Parce que ça fait partie de nos souffrances. L'électricité, le coût de l'électricité est très cher au Sénégal. Le coût de l'eau également. Mais aujourd'hui, ils sont en train de faire les bras, les pieds et les mains. Alors, pour mettre la souffrance des populations à côté. Nous nous réjouissons de cette décision. Cela montre que les autorités sont conscientes des difficultés des Sénégalais. Et nous ne pouvons que les encourager. Cette alerte dans la vallée du fleuve Sénégal, les producteurs de riz se disent dépassés avec 55 000 tonnes de riz blanc et 190 000 tonnes de riz paddy qui restent invendus. Ils se retrouvent face à une situation critique. Lors d'un point de presse, ils ont interpellé le gouvernement pour un gel des importations et permettre l'écoulement de leurs stocks. Les producteurs craignent de ne pas pouvoir préparer la campagne de contre-saison chaude si aucune réaction n'est prise. Ousseynou Ndiaye, producteur de riz au micro de Mamadou Diagne. Il y a une baisse du coût de riz au niveau mondial. Nous avons cette année, cette contre-saison chaude fait une campagne record avec des rendements de moyens de 6,7 tonnes à l'hectare. Ce qui nous a valu une production de plus de 300 000 tonnes en termes de paddy, mais en termes de riz blanc, on est à 187 000 tonnes. Aujourd'hui, on a pu décortiquer que 5 000 tonnes. Les riziers ont des stocks de plus de 70 000 tonnes. Et les producteurs ont encore des stocks chez eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation est très catastrophique. On n'est pas en mesure de vendre. Mais malheureusement, on n'a pas de solution. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a demandé nos coûts de revient, notre compte d'exploitation. On l'a remis. C'est à 335 francs aujourd'hui. Qu'est-ce que les importateurs nous proposent? 300 francs le prix du riz brisé et 310 francs le prix du riz entier. Ce qui veut dire quoi? Nous qui avons un coût de revient de 330, ça veut dire que nous allons vendre à perte. Mais ce n'est pas possible. Ça veut dire que le programme national autosuffisance en riz est menacé. Nous demandons au gouvernement de faire le maximum possible pour trouver une issue heureuse pour la commercialisation du riz local. Et le plus rapidement possible, parce qu'on ne peut plus attendre, ça c'est clair. Dans le secteur de la santé, l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital Aristide Le Dantec tire la sonnette d'alarme. Les patients atteints de cancer attendent des soins en radiothérapie, tandis que l'hôpital reste partiellement fermé. Mangom, porte-parole de l'intersyndicale, interpelle l'État sur la nécessité urgente de rouvrir l'établissement, de recruter des prestataires et de former le personnel. Nous faisons face à la presse pour deux motifs. Le premier, c'est par rapport à la situation des malades, surtout ceux atteints du cancer, avec les problèmes qu'ils rencontrent, c'est-à-dire avec la radiothérapie. Nous avons vu que lorsque l'hôpital Le Dantec fonctionnait, il assurait presque jusqu'à 14 400 malades atteints de cancer par an, en ce qui est le traitement avec la radiothérapie. Et actuellement, nous voyons qu'ils sont en train de subir, donc c'est pour cela que nous exigeons la réouverture de l'hôpital Le Dantec dans les meilleurs délais. Et aussi par rapport à la situation du personnel. Nous avons un personnel prestataire qui est là depuis des années, donc nous demandons à ce que le personnel prestataire soit recruté et que le personnel aussi soit formé pour anticiper par rapport à l'ouverture de notre nouvel hôpital Aristide Le Dantec. L'autre chose, c'est par rapport au FONSIS. Nous avons vu qu'ils ont fait un communiqué récemment qui date du 16 octobre 2025. Ils prétendent vouloir faire de l'hôpital Le Dantec un véritable hôpital médical et paramédical sans recourir à l'endettement de l'État. Ils ont aussi souligné que ils vont procéder à une mise à disposition, mais les 3 hectares ne seront pas vendus. Et vu que le nouvel hôpital qui est en train d'être construit offrira 660 lits et 15 blocs opératoires, le personnel, l'hôpital aura besoin de ces 3 hectares pour un parking et pour éventuellement construire des locaux qui pourront accueillir les accompagnants de ces patients. Donc nous déplorons fortement cette volonté du FONSIS de s'initier dans la gestion de l'hôpital Aristide Le Dantec. Pendant ce temps, à Touba, dans le quartier de Darou Minam, les habitants vivent dans des conditions d'insalubrité alarmantes. Des eaux stagnantes mélangées à celles des fosses septiques ont envahi les ruelles et les habitations. Des eaux qui dégagent une forte odeur et
expose les populations à de graves risques sanitaires. Et malgré leurs multiples alertes, aucune solution concrète n'a encore été apportée selon les riverains. Pape Mbaye Diao. À Darou Minam, un quartier de Touba, les habitants vivent au milieu des eaux stagnantes, une situation qui dégage une forte odeur nauséabonde et menace sérieusement leur santé. Khadim Diop raconte leur calvaire. Comme vous l'avez constaté vous-même, les rues sont complètement noires et boueuses, tout simplement du fait parfois que l'on déverse régulièrement à longueur de journée, partout ici. Et vous savez que ça, c'est présente des risques. Les gens tombent malades ici du fait du paludisme. Selon les habitants, cette zone située non loin de la maison du Khalife général des Mourides aurait dû bénéficier d'une attention particulière dans les programmes de salubrité urbaine. Pourtant, malgré de multiples alertes, aucune mesure concrète n'a été prise, selon toujours Khadim Diop. Parce que nous entendons régulièrement que les autorités, dans certains endroits, qui ne peuvent pas, à mon avis, être plus intéressants que celui-ci. Ce quartier est le lieu d'habitation du Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir. Soit les autorités communales comme les autorités nationales pensent au calvaire que nous sommes en train de vivre ici à Darou Minam. En attendant une réaction des autorités publiques, les habitants de Darou Minam continuent de vivre au rythme des eaux stagnantes et des odeurs nauséabondes, redoutant le pire si rien n'est fait. RFM Touba, Pape Mbaye Diaw. À Matam, les sinistrés des récentes inondations attendaient des annonces concrètes pour soulager leur situation. Mais l'annonce d'un rassemblement politique à la place d'actions immédiates provoque mécontentement et critique dans le Dandé Mayo. Il s'agit bien sûr du Terra Meeting annoncé par le Premier ministre Ousmane Sonko, président du parti PASTEF. De leur côté, les responsables de PASTEF promettent une mobilisation exceptionnelle pour le rendez-vous du 8 novembre. Ali Bandel Niang. Cette sortie du président de PASTEF suscite aujourd'hui de nombreuses réactions dans la zone du Dandé Mayo. Envahis par les eaux depuis plusieurs semaines, les sinistrés de cette vallée du fleuve Sénégal manifestent aujourd'hui le sentiment d'être laissés à eux-mêmes. Yero Farbassi, adjoint au maire de Dabia, il est originaire de Sinthiou Diamdioro. Une situation catastrophique, surtout par rapport à ces inondations-là. L'urgence devrait être quand même de tout faire à ce que la population puisse trouver surtout leur concession perdue. Mais c'est malheureux quand même de constater qu'au lieu de se évacuer l'eau, essayer de tout faire à ce qu'aujourd'hui cette maladie qui est en train de faire des dégâts partout, mais malheureusement ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce que nous, en tant que population sinistrée, c'est de constater quand même il y a une négligence, d'autant plus que par rapport à un meeting par le Premier ministre Ousmane Sonko, et l'urgence devrait faire à ce que ce meeting-là transformé en secours au niveau de nos zones. Réaction de mauvais perdants en mal d'arguments pour tenter de manipuler l'opinion, c'est la réaction de Ibrahim Badi TP de PASTEF qui annonce une grande mobilisation des patriotes de Matam au rassemblement du 8 novembre prochain. Ils sont en train de faire un mauvais procès à l'État et au gouvernement pour assister les populations. Il y a déjà 51 tonnes de riz. Ils veulent se faire entendre parce qu'ils ne sont plus au pouvoir, ils sont dans l'opposition. PASTEF Matam va prendre part à ce rendez-vous. Déjà, il y a beaucoup d'initiatives, d'idées qui sont sorties. D'autres veulent qu'on organise des caravanes pour rejoindre Dakar. En tout cas, cette sortie du Premier ministre Ousmane Sonko, par ailleurs président du PASTEF, est au centre de l'actualité dans la région de Matam où les sinistrés attendent toujours une réaction d'envergure des pouvoirs publics. Matam, Ali Bandelian, RFM. Dans le monde scolaire, au centre de formation en santé de Ziguinchor, les étudiants sont en colère. Ils dénoncent 6 mois d'arriérés de bourse et des conditions d'études de plus en plus précaires. À cela s'ajoute, disent-ils, un manque criant de matériel et d'infrastructures adaptées. Au lycée El Hadj Ibrahim Diop de Yeumbeul, les enseignants sont aussi en colère. Ils ont décrété une grève de 48 heures. Les enseignants dénoncent des classes surchargées, un manque de personnel et des conditions insalubres. Le gouverneur de la région de Dakar qui annonce de nouvelles mesures pour la sécurité, la salubrité et la réorganisation de l'espace public. Les propriétaires d'épaves, de voitures, de véhicules en stationnement prolongé ou d'objets abandonnés sur la voie publique ont jusqu'au 11 novembre pour les enlever. Passé ce délai, les autorités vont procéder à leur dégagement d'office selon un communiqué du gouverneur. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue.
Mohamed Ali Mouba. Merci Georges, bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara réélu pour un 4e mandat. La présidentielle s'est bien déroulée selon les observateurs. Oui, l'élection pliée dès le premier tour par Alassane Ouattara, Koukawa apparemment, avec plus de 89% des suffrages exprimés, un taux de participation de 50,10%. Les observateurs, vous l'avez dit, ont réagi, rien à signaler. Abidjan, la correspondance de notre envoyé spécial Abdoulaye Cissé. Taux de participation 50,10% ont obtenu M. Alassane Ouattara 3 759 030 voix, soit 89,77% des suffrages. Finalement, très peu de suspense, ou pas du tout d'ailleurs. Même si tout le monde connaissait les tendances lourdes qui se sont dessinées depuis le premier soir de l'élection présidentielle, l'enjeu était surtout le taux de participation. À la dernière élection de 2020, le taux de participation était de 53% et Alassane Ouattara avait rassemblé plus de 95% des suffrages. Qu'à cela ne tienne, le président sortant transforme l'essai dès le premier tour, fidèle à son cri de campagne, le Koukawa. Et surtout, le tout avec le satisfecit de la communauté internationale par les missions d'observation déployées par l'Union africaine et la CEDEAO. La commission électorale indépendante, seule habilitée à donner les résultats, avait 5 jours pour publier les résultats provisoires. Elle a pris de l'avance et les choses sont allées un peu plus vite. Et manifestement, il n'y aura même pas de recours, que les candidats ont presque tous, tour à tour, félicité le vainqueur et tourné la page de cette élection présidentielle. Alassane Ouattara, 83 ans, entamera prochainement son 4e mandat. Et le calendrier républicain rappelle déjà les Ivoiriens aux urnes en décembre prochain pour les élections législatives. Est déclaré provisoirement élu au premier tour, M. Alassane Ouattara. Abdoulaye Cissé vous a parlé d'Abidjan pour RFM. Merci Abdoulaye Cissé. Alors l'ambiance sur place en Côte d'Ivoire à Abidjan, comment les citoyens lambda apprécient la victoire de Adou? On suit le micro-trottoir de notre correspondante permanente Gobia Eyabi. Bonne continuation à lui, mes félicitations à lui et que vive la Côte d'Ivoire pour la paix. En tout cas, ça me réjouit. Ce que j'attends de lui, nous surtout les jeunes, en tout cas, nous attendons à ce que lui, vraiment, il pense à nous. Comme ce sont les élections présidentielles, forcément, on est là à avoir toujours des gagnants. Voilà, un seul gagnant. Les résultats étaient sortis et il a gagné. Dans toutes choses, on accepte tout. Si c'est le président qui a été élu, on doit toujours accepter. Nous sommes contents. On a déjà vu travailler pendant... il a été réélu 2 fois. Donc on a déjà vu qu'il peut travailler et qu'il travaille. Donc je pense que s'il était réélu, c'est qu'il va continuer de travailler comme il a l'habitude de le faire. C'est pas comme si c'est nouveau pour lui. Les élections devaient se passer où tout le monde devait être sur la liste. Et comme ça, chaque Ivoirien allait exprimer, allait désigner celui qui allait vraiment le voter. Mais vu que ce n'a pas été le cas, je souhaite la chance au chef de l'État et de sa gouvernance du pays. Au Cameroun, Alibou, des manifestations dans plusieurs villes du pays après l'annonce de la victoire de Paul Biya. Oui, l'annonce de la victoire de Paul Biya a déclenché, vous le savez, une vague de colère parmi les habitants. Des manifestations qui ont éclaté dans plusieurs villes du pays. L'armée a été déployée dans plusieurs quartiers pour tenter de contenir les manifestants. À Yaoundé, la situation est sous contrôle après les manifestations d'hier. Issa Choroma Bakari, le principal opposant, bien sûr, conteste les résultats. On écoute sur place un habitant à Yaoundé, l'ambiance sur place, son nom Ibrahim Andao. La chose que je connais au niveau de Yaoundé, je peux dire qu'il n'y a rien. Parce que nous, on est au niveau des quartiers de Kondongo, Essos, Nga, Kondongo, Bombi, Tambafia, Ragada, Kondongi, Kulim Djoum. De l'autre côté, il n'y a rien et sur le côté, il n'y a rien là-bas. C'est à la brique seulement avant-hier a commencé à faire un peu de désordre. Comme trop les musulmans, c'est jeudi, vers le vendredi, avec trop de choses, le temps a tout calmé. Si on sort hors de Yaoundé, aller au niveau de Bertoua, c'est chaud là-bas.
c'est le feu. Nouveau des Batourou, c'est le feu. Depuis hier, aujourd'hui, c'est grave. Il y a certains amis qui disent qu'au niveau de Bertois et Yaoundé, Bertois, le bus ne bouge même plus. On ne parle pas au niveau de Garoua, parce que sûrement, de Garoua, à bout de là-bas, c'est chaud. Maroua, c'est chaud. Ngaoundé, c'est chaud. Douala, c'est la même chose. Au niveau de Yaoundé, quand même, on n'a rien vu ici. On est au marché depuis hier, aller au marché, faire nos marchés, sans souci. Aujourd'hui, actuellement, moi que je vous parle, je suis au marché ici, là. Là, évidemment, beaucoup d'autorités qui sont jubilées, sont fêtées, sont contents, le président a gagné. Yaoundé, il n'y a pas de problème. Hors de Yaoundé, quand même, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est chaud quand même. Donc c'est chaud dans certaines villes du Cameroun. Georges Paul Biya qui entame un 8e mandat si je ne m'abuse. Il est depuis 1982 à la tête de l'État camerounais. Quelle longévité au pouvoir. Merci Mohamed Ali Mouba. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Avec Mor Gassama, économiste, enseignant-chercheur à l'INSEPS, l'Institut national supérieur de l'éducation physique et du sport de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Momar Ndao, président de l'ASCOSEN, l'association des consommateurs du Sénégal. Nous allons parler de l'annonce du Premier ministre Ousmane Sonko hier. Une baisse dans les prochains jours du prix de l'électricité, du gaz et du carburant. RFM Sport. Bonjour Soda Thiam. Bonjour Georges Diop. Football féminin pour démarrer, Côte d'Ivoire-Sénégal pour le compte de la manche retour du deuxième tour des qualifications de la CAN Maroc 2026. Et effectivement, la rencontre est prévue, comme vous l'avez dit, à 19h. Ce sera à Abidjan. Et une rencontre très capitale aux yeux du sélectionneur des Lions, Mam Moussa Cissé, qui se réjouit de ne pas avoir donc de joueurs blessés. Toutes les joueuses sont en forme. Je vous propose de l'écouter. L'équipe se porte bien, l'équipe vit bien, l'équipe est confiante par rapport au match. Les filles sont conscientes de l'objectif, elles sont conscientes aussi des efforts à faire pour essayer de glaner cette qualification ici à Abidjan. Le groupe est un groupe de 23, mais elles sont toutes opérationnelles, elles sont toutes prêtes pour répondre aux défis ivoiriens, Inch'Allah. Donc vraiment, l'objectif reste le même pour nous et on n'a pas trois manières de jouer. On jouera pour la gagne, on jouera pour mettre tous nos atouts offensifs pour essayer de déjouer les plans défensifs de cette équipe. Et je pense qu'à domicile, l'équipe laissera des espaces qui nous permettront de pouvoir marquer des buts ici. L'objectif est clair, faire tout pour gagner ce match et aller encore une fois à la CAN féminine. C'est le même objectif également du côté des Ivoiriennes, selon leur sélectionneur Reynald Pedros. L'objectif est de retourner à la CAN qui les fuit depuis 10 ans. Je vous propose de l'écouter. Je pense que c'est un événement que les joueuses attendent aussi depuis longtemps. Et depuis le match aller, elles sont rentrées directement dans ces matchs de qualification. Après, voilà, on leur avait dit qu'il y avait une finale à jouer à la maison. Si on faisait un bon premier match, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, c'est à nous de faire le nécessaire pour qu'on se qualifie pour cette CAN. Donc, encore une fois, je trouve que les joueuses sont bien, sont pas trop nerveuses et ça, c'est une bonne chose. J'espère qu'il y a plus de confiance parce qu'on a joué quand même une équipe qui est 2 fois quart de finaliste des 2 dernières CAN. Il faut que ça nous donne de la confiance sur le travail qu'on a mis en place et que les filles font depuis un certain temps. Faudra gagner ce deuxième match ici à domicile pour se qualifier. On n'a pas le choix de faire autrement. On a hâte de jouer dans ce grand stade magnifique. Rappelez que les Lions du Sénégal avaient fait match nul ici à domicile au stade Lat Dior de Thiès, 0 but partout. Georges Diop pour les autres rencontres du jour. Notez Malawi qui va recevoir l'Angola et la Gambie qui va recevoir ici le Kenya. Ce sera au stade Lat Dior de Thiès à 16h. Afrique du Sud, RD Congo, Éthiopie, Tanzanie. Togo va recevoir Burkina Faso, Cameroun, Algérie, Ghana, Égypte, Nigeria, Bénin, Mali, Cap-Vert et c'est à 19h, Georges Diop. Alors l'on parle du mondial U17, le sélectionneur national a publié hier une liste de 21 joueurs. C'est pour disputer donc la Coupe du Monde donc de cette catégorie Qatar 2025, une liste équilibrée, même si certains amateurs du football s'attendaient à voir d'autres noms, nous dit notre confrère du sport Pape Malansane.
Bien vrai qu'il y a eu certaines polémiques qui sont soulevées, surtout avec l'absence du meilleur joueur de l'UFOA U17 en la personne de Souleymane, le commissaire Faye, qui sera le porte-ballon lors de la finale de la CAN 2025 en senior au Maroc, et que l'absence aussi de Yamar Ndiaye, l'avancante de Challenge FC, et de Mohamed Wagne et de Mohamed Niang de Gelawar, qui sont peut-être des joueurs qu'on a laissés au hockey. Maintenant, Pape a récupéré aussi des joueurs qu'il avait perdus lors de la CAN U17, tels que Pape Moussa Sissé, qui a joué la Coupe CAF Génération Foot, qui joue la Ligue 1 sénégalaise, tel que Mohamed Dabo, qui revient fraîchement de Manchester United en essai. Donc c'est des joueurs qui peut-être pourront porter l'équipe du Sénégal à des lendemains meilleurs. Et que moi je reste persuadé que cette équipe-là a de quoi aller jouer le carré d'as et pourquoi pas gagner le trophée, parce que c'est des joueurs qui commencent à être un peu matures, parce qu'en défense centrale ils peuvent compter sur Mamor Ndiaye qui joue au niveau de Amitié FC en Ligue 2 sénégalaise, compter aussi sur El Hadj Malick Cissé qui ne cesse de monter en puissance, combiné à cela avec l'arrière gauche ou droite de Génération Foot, Lamine Beng, Mohamed Malick Lo, El Hadj Malick Lo de Gelawar et de Hippolyte Ndour qui est de Keur Madior. Donc on a un groupe assez équilibré qui pourrait peut-être s'appuyer Ibrahima Faye, Lamine Diagne, Moussa Diallo et Samba Ndiaye pour aller chercher peut-être le titre au niveau du Qatar. C'est vraiment possible parce qu'ils ont un groupe assez outillé, surtout en attaque où ils ont Babacar Boussol, l'attaquant de la Sonacos de Diourbel, qui lui, à lui seul, un joueur de Ligue 1 pour peut-être faire la différence. Maintenant, cette inquiétude que j'ai, jusqu'à présent, on ne nous a pas encore annoncé quand est-ce qu'aura lieu la remise du drapeau, parce que c'est une sélection nationale qui va se déplacer et va falloir aussi faire cette rituel-là qui nous a toujours porté chance ou bien porté bonheur. Pas mal en Sané, peut-être qu'on sera édifié d'ici ce soir, puisque l'équipe U17 du Sénégal va rallier Doha demain. Ce sera à 8h. Rappelez que la compétition va se dérouler du 3 au 27 novembre 2025. Georges Détediop. Les membres du COMEX de la Fédération sénégalaise de football, le comité exécutif, en séminaire actuellement avec une délégation de la FIFA. Ces officiels de la FIFA vont pendant une semaine travailler avec les membres du comité exécutif et les différents départements de la Fédération sénégalaise de football sur plusieurs thèmes. Plus de détails avec Bakary Cissé, membre du COMEX et président de la Ligue de Ziguinchor. Le séminaire que nous sommes en train de faire avec la FIFA est communément appelé séminaire d'induction. C'est une politique mise en place par la FIFA qui voudrait qu'après le renouvellement des instances d'une association membre, qu'elle envoie une équipe pour vraiment un séminaire de mise à niveau, pour qu'on puisse comprendre le fonctionnement réel de la FIFA, l'historique, la manière de gouvernance, ce que les interdits, les conflits d'intérêts et tout, et surtout les projets forward, parce que depuis 2016, la Fédération internationale de football association a mis en place une politique de financement des projets des différentes associations et le Sénégal a capté ces fonds-là. Donc ce séminaire nous permet quand même d'avoir une idée claire et nette du fonctionnement de la FIFA. Donc c'est un séminaire qui a commencé hier lundi et prendra fin jeudi. Donc on aura largement le temps de comprendre le mécanisme de fonctionnement de l'instance dirigeante du football mondial. Bakary Cissé qui met fin à cette page des sports, Georges Détediop. Merci Sodatiam pour cette page des sports. Et si vous quittez la foire ou la banlieue pour vous rendre à Dakar, évitez de prendre l'autoroute. Des embouteillages monstres sont notés sur cet axe. L'on ignore pour l'heure les raisons. La Banque Outarde élargit ses solutions. Vivez vos ambitions sans limite au Sénégal comme à l'international. Votre carte, votre pouvoir. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Et la Banque Outarde vous offre votre revue de presse. La revue de presse de Mohamed Alimba, bonjour. Bonjour. Abdourahmane Diouf et le prix du pardon. La réconciliation nationale censée apaiser le climat politique au Sénégal ravive au contraire les tensions. En appelant à dépasser la rancune dans la majorité, Dr Abdourahmane Diouf a déclenché une déferlante de critiques. Le ministre de l'Environnement, qui pensait tendre la main, se retrouve pris sous le feu croisé de ses propres alliés. Voler de bois vert sur lui, constate le côté
quotidien. Oh, quelle honte, quelle ingratitude de ces poumons Abbas Fall de la galaxie pastéfienne. C'est aujourd'hui que tu peux sortir du bois et parler. Il fut des moments où tu étais inconnu du bataillon des combattants lâches Toussaint Manga. Seydi Gassama d'Amnesty International section Sénégal qui se joint au concert d'indignation pense que la réconciliation sans justice est une réconciliation entre politiciens. Dans Vox Populi, Ousseynou Faye, toujours de Pastef, pense qu'Abdourahmane Diouf doit démissionner, oui, ou être démis parce qu'il a trahi le projet, il n'a plus sa place dans le gouvernement. Ce n'est pas parce qu'on... Ce n'est pas ce que pense Alioutine d'Africa Diam Center. Selon lui, il faudra justement sur cette ligne de Dr Abdourahmane Diouf, la réconciliation et la voie du salut. Selon lui, point actuel en conclut que la société civile s'en trouve divisée, elle étale ses divergences. Pendant ce temps, Bassirou Diomaye Faye garde le silence dans son palais, relève le journal L'Observateur. Silence parlant, selon le confrère décryptage, il évite, selon le journal, de se laisser entraîner dans des querelles qui pourraient affaiblir son autorité. La proposition de mise en accusation de Macky Sall rejetée par le bureau de l'Assemblée nationale, selon Vox Populi, cette proposition a été rejetée pour vice de forme. Pour Abdoumbo, toujours député de la paire, le bureau de l'Assemblée n'a pas les prérogatives d'étudier une telle résolution sur le fond. Guy Marius Sagna prend acte, mais Sourça indique que Macky Sall n'échappe pas pour autant à une mise en accusation. Selon Sourça, le député peut corriger et réintroduire une nouvelle demande. Les avocats de Madiambal Diagne avaient rendez-vous ce matin avec la justice française. C'est au sujet de la demande d'extradition de leur client formulée par les autorités sénégalaises. Libé informe que la chambre d'instruction de Versailles va ouvrir le dossier aujourd'hui. Une première audience prévue ce 28 octobre. Les avocats de Madiambal Diagne ont introduit donc un report et ça a été acté. Pape Malick Ndour, lui, reconvoqué puis relibéré. Le journal Le Quotidien relève que la police a réussi à sortir intact des locaux de la section de recherche de la gendarmerie. Badara Gadiaga, lui, a été entendu au fond par le juge d'instruction. Le journal note qu'il a continué à nier les reproches à lui faits lors de sa polémique avec Amadou Ba, actuel ministre de la Culture, lors de l'émission Yakar Lobby diffusée le 4 juillet 2025 sur la TFM. Il évoque une réplique politique à une attaque politique de son co-débatteur. Et puis, en première page du journal Le Soleil, installation du comité du Pacte national de stabilité sociale. Bientôt, la baisse du prix de l'électricité. L'annonce du Premier ministre Ousmane Sonko qui a aussi indiqué que le gaz et les produits pétroliers sont concernés. Le journal Sud Quotidien en conclut que Sonko prend date. Bonne lecture à tous. La Banque Outarde élargit ses solutions. Vivez vos ambitions sans limite au Sénégal comme à l'international. Votre carte, votre pouvoir. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques, et la Banque Outarde vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à 12h39 minutes pour parler de cette annoncière du Premier ministre Ousmane Sonko, une baisse du prix de l'électricité, du gaz et du carburant dans les prochains jours. Pour en parler, Mor Gassama, économiste, enseignant-chercheur à l'INSEPS, l'Institut national supérieur de l'éducation physique et du sport de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour Mor Gassama. Oui, bonjour, Georges Gauthier. Avec nous également, Momar Ndao, président de l'ASCOSEN, l'Association des consommateurs du Sénégal. Bien, bonjour, Momar Ndao. Momar Ndao qu'on a perdu, qu'on retrouvera sans doute dans quelques petites minutes, Momar Ndao, président de l'ASCOSEN. Je commence avec vous, Mor Gassama, en attendant Momar Ndao. Le Premier ministre qui annonce une baisse très prochainement du coût de l'électricité, du gaz et du carburant. Compte tenu de l'endettement actuel du Sénégal et de la structure des subventions énergétiques, une baisse simultanée du prix de l'électricité, du gaz et du carburant est-elle soutenable à moyen terme? Parce que le Premier ministre dit une baisse dans les prochains jours, pas dans les prochains mois. Oui, merci beaucoup. En tout cas, on s'y attendait, mais pas en ce moment-là. Parce que les décisions quand même prises lors des derniers mois
nous faisait penser que dans un proche quand même, dans un avenir proche, ça devait être possible. Vous vous souvenez un peu du gaz qui a été testé à la à la centrale de Bel Air de la Sénélec, on peut transformer le gaz en électricité. Les tests ont été concluants. On a vu également la STAR qui a cherché, qui a raffiné une partie donc du pétrole ici de nos côtes comme test, et les tests également été concluants. Ça veut dire qu'on s'attendait que voilà, dans les mois à venir peut-être qu'on nous annonce telle décision. Maintenant, le gouvernement à chaque fois avant de prendre des décisions. L'ancien régime et même l'actuel ministre de l'énergie annonçait une probable baisse du coût de l'électricité, du gaz et du carburant, mais pas cette année. Voilà. Au regard des découvertes de pétrole et de gaz. C'est pourquoi j'ai dit qu'on s'y attendait, mais pas aussi de cette manière aussi proche. Hein. Voilà, donc ça veut dire que le gouvernement, de manière générale, à chaque fois qu'il doit prendre des décisions allant dans le sens de baisser les prix, souvent il fait un arbitrage entre vraiment cette politique de subvention ou plutôt donc une politique budgétaire. Maintenant, si on pense en faisant ces simulations, il peut se rendre compte que c'est bien possible de le faire. Dans ce cas, il peut l'annoncer. Voilà, donc s'il l'annonce, malgré les difficultés que nous sommes en train de traverser, malgré vraiment ce niveau d'endettement extrêmement élevé qui, en voie de conséquence, entraîne aussi un service de la dette donc très élevé, malgré tout, il nous l'annonce. Cela veut dire qu'on est en train de travailler pour améliorer la compétitivité de nos entreprises, de l'économie sénégalaise, mais au-delà aussi pour soulager les populations. On ne s'y attendait pas, vous l'avez dit à l'instant, mais donc est-ce qu'une telle décision ne pourrait pas provoquer un effet inflationniste inverse? Vous savez, une décision, on ne l'en prend pas parce que simplement on va faire plaisir aux populations. Hein. Souvent, le ministre, il travaille avec ses techniciens. On fait des simulations par rapport à l'existant, on fait des simulations par rapport à certains types de taxes, etc., jusqu'à se rendre compte qu'effectivement, c'est fort possible. Parce que n'oubliez pas. On a perdu Mor Gassama. Nous retrouvons Momar Ndao le temps d'avoir Mor Gassama pour la deuxième partie de point de vue. Momar Ndao, bonjour. Momar Ndao plutôt. Momar Ndao, président de l'ASCOSEN, Association des consommateurs du Sénégal, que l'on retrouvera dans un court instant. Mor Gassama également pour point de vue sur cette annonce hier du Premier ministre Ousmane Sonko qui a annoncé une baisse dans les prochains jours du prix de l'électricité, du prix de l'électricité, du gaz et du carburant. On le retrouvera dans un court instant. On le retrouve enfin, Momar Ndao, président de l'ASCOSEN, Association des consommateurs du Sénégal. Bonjour Momar Ndao. Oui, bonjour Alimou. Alors, une baisse annoncée du prix de l'électricité, du carburant, mais également du gaz, annoncé hier par le Premier ministre Ousmane Sonko, une attente des populations qui sont durement affectées par la cherté de la vie. Comment comptez-vous vous y prendre pour contrôler que la baisse annoncée se traduise effectivement sur les factures d'électricité, de gaz et de carburant? Voilà, merci beaucoup. Nous, d'abord, c'est une excellente nouvelle pour les consommateurs qui sont quand même assez fatigués du coût de la vie. Et je pense qu'une baisse du coût de l'électricité et du coût de l'énergie, vraiment, c'est-à-dire les hydrocarbures, c'est vraiment quelque chose de très, très, très attendu. Je pense que s'il y a une bonne baisse au niveau du carburant, nous devons aussi demander qu'il y ait une répercussion au niveau du transport pour que tout le monde en bénéficie. Parce que s'il y a une baisse du prix du carburant et qu'il n'y a pas de baisse du prix du transport, cela veut dire que seuls les propriétaires de véhicules vont en bénéficier. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il s'il y a une bonne baisse du prix du carburant, il faudrait que cela soit une baisse aussi du prix du transport.
Alors, autre élément important, c'est par rapport donc à la baisse du prix de l'électricité. Oui, effectivement, donc c'est l'État à travers une évaluation de la commission de régulation qui va fixer le prix. Et ceci vraiment sera une bouée de sauvetage, une bouffée d'oxygène, disons, pour les consommateurs, et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux donc d'entendre ces décisions de baisse annoncées d'ici quelque temps. Et nous attendons vraiment qu'il y ait une mise en œuvre efficiente. Et je pense qu'à ce moment-là, nous restons vigilants avec... Justement, si je pose la question, c'est parce qu'on a entendu le collectif Nyon Lank dire attendre des précisions sur l'ampleur réelle de cette réduction. Le collectif qui a également rappelé ses propositions, élargir la première tranche de consommation de 150 à 200 kWh afin d'éviter aux ménages les plus vulnérables de basculer trop vite vers une seconde tranche très coûteuse. Oui, nous, ces propositions, nous avons fait ça depuis presque 2 ans maintenant, que nous avons fait ces propositions d'augmentation de la tranche pour permettre aux détenteurs de climatiseurs, parce qu'aujourd'hui le climatiseur n'est plus un luxe, et si vous avez un seul climatiseur, vous consommez déjà 335 kWh. C'est la raison pour laquelle nous avions dit qu'il faudrait que ces personnes ne soient plus sur la 3e tranche. Et c'est pourquoi on avait proposé que maintenant la 2e tranche soit élargie jusqu'à au moins 300 kWh ou 250 kWh, et que sur la 2e tranche, les personnes donc qui auront un split seront logés soit sur la première ou au maximum sur la 2e tranche et non sur la 3e tranche. Donc c'est une proposition que nous avons faite depuis plusieurs années déjà, et nous sommes heureux de voir que Nyon Lank va dans le même sens que nous. Aujourd'hui, l'essentiel c'est que s'il y a une baisse du prix du carburant, c'est un élément fondamental pour permettre aux ménages de respirer, à nos entreprises d'être performantes. Parce que vous savez, le courant est un élément central dans la productivité de nos entreprises. Je reviens à vous dans un court instant, Momar Ndao. Mor Gassama, très rapidement, quel mécanisme financier le gouvernement peut-il utiliser pour absorber une possible baisse des revenus sans fragiliser le budget de l'État? Et ces mécanismes sont-ils réalistes selon vous? Voilà, permettez-moi de saluer mon ami Momar. Voilà, en principe, l'État peut toujours se baser sur plusieurs mécanismes, mais en la matière, je pense qu'aujourd'hui, quand même, le fait de chercher à améliorer la productivité des entreprises, ça signifie déjà que lorsque la productivité s'améliore, l'entreprise est censé gagner beaucoup plus, et que par ailleurs, l'État est censé encaisser beaucoup plus de fiscalité. De la même manière aussi, cette baisse qui s'annonce, ça va impacter les ménages, donc sur le pouvoir d'achat, et les ménages qui ont beaucoup plus de pouvoir d'achat signifie également qu'ils vont acheter davantage, et il y a beaucoup plus encore de TVA à côté pour les pouvoirs publics. Voilà, maintenant on s'est rendu compte aussi que les prévisions, en tout cas pour l'exploitation du gaz, étaient donc respectées, et on espère même que ça devrait être dépassé. Là-bas aussi, il y aura quelques revenus supplémentaires que les peuples attendent. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se retrouver, qui feront que il est fort possible pour les pouvoirs publics de pouvoir rapidement trouver des mécanismes pour compenser donc ces pertes-là. Merci Mor Gassama, économiste, enseignant, chercheur à l'INSEPS, l'Institut national supérieur de l'éducation physique et du sport de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je termine avec vous, Momar Ndao, et très rapidement également. Pensez-vous que cette mesure sera durable, ou pourra-t-elle être suivie de hausse rapide? On évoquait tout à l'heure les subventions qui ne sont pas du goût du FMI, obligeant les consommateurs à subir des oscillations fréquentes et des prix. L'on me signale que Momar Ndao, on l'a perdu, la ligne a été coupée. Merci en tous les cas, Momar Ndao, président de l'ASCOSEN, Association des consommateurs du Sénégal. On aura l'occasion de revenir sur le sujet dans le journal en Wolof qui vous sera présenté par El Hadj Ndiogou Diène dans une dizaine de minutes. Merci également à Mor Gassama, Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique, Alioune Ba à la production, El Hadj Ndiogou Diène à la coordination. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. Bon après-midi à toutes et à tous.